En France, parler politique à table, c'est un sport national. Et d'ailleurs, tout ce qui se trouve sur la table, quelque part, c'est politique. Alors quand une entreprise organise des grands banquets dans les régions de notre beau pays, avec de la cochonaille, du jodassin, du pinard à foison et beaucoup de bérets, forcément, ça attire les soupçons. On va dresser des immenses tablés, on va mettre des lumières, du chaud, des cochons, et ça va être énormissime. Ces tablés franchouillardes, largement mises en scène sur les réseaux sociaux, sont un peu plus que de simples repas. Car les banquets en France, c'est une longue histoire. Qu'ils soient royalistes, révolutionnaires, républicains ou juste saucisson pinard, les banquets ont toujours été des lieux d'expression politique, d'affirmation de conviction et de diffusion d'une certaine image de la France. Toute organisation d'un repas qui a une vocation publique, elle a une vocation politique. Là, ça va être ce banquet fraternel qui rassemble tout le monde, d'une convivialité imaginaire du passé, sans clivages sociaux, d'une France rurale mythifiée. Certains élus voient dans ces grands banquets l'instrumentalisation de la gastronomie à des fins identitaires et ont même tenté de les interdire. D'autres critiquent une vision de la ruralité version Disneyland et faussement populaire, avec un repas à 80 € par tête quand même. Mais pour les organisateurs, il s'agit uniquement d'événements festifs et bons vivants. On n'a pas d'ambition politique, ça nous emmerde un peu. On n'a pas envie d'être récupéré, en fait, ça nous intéresse pas. Nous, on veut rassembler les gens. Et peu importe si Pierre-Édouard Stérin, milliardaire proche de l'extrême droite, à l'agenda politique clairement affiché, est l'un des actionnaires. Le banquet, c'est le produit de deux héritages bien différents. La tradition des banquets antiques gréco-romains et la tradition chrétienne, avec la scène, le dernier repas du Christ en compagnie de ses apôtres. Très commun à toutes ces manifestations autour de la table, c'est peut-être une logique à la fois qui rassemble et qui sépare. C'est une logique d'inclusion et d'exclusion. Le banquet grec, il y a les citoyens à table, mais il n'y a pas les esclaves, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les étrangers. Ça exclut. Au Moyen-Âge, on a la même chose. On a le banquet qui va être organisé par les seigneurs, qui vont rassembler leurs commensaux, ceux qui font partie de leur groupe, et puis ceux qui n'en font pas partie sont exclus. La Révolution française se réapproprie le banquet royal tel qu'on le pratiquait sous l'Ancien Régime et en modifie la charge symbolique. Place au banquet patriotique. Riches et pauvres sont invités à la même table dans un souci d'abolir les clivages sociaux, du moins en apparence, mais ce sont surtout des banquets d'unanimité et de ferveur. Ils servent à manifester l'adhésion sans condition aux valeurs de la Révolution et à la nation, l'alcool aidant un peu à délier les langues. Avec la restauration de la monarchie et tout au long du 19e siècle, la presse donne de l'écho à des banquets qui deviennent royalistes. Les organisateurs savent que les journaux vont scruter un moment qui devient le point culminant, le toast. Et dans ce toast, on distille toujours quelques références politiques, parfois subtiles. Il y a des nuances. On peut porter un toast au roi, simplement, et à son auguste famille. Ça, ce serait un banquet plutôt légitimiste. Ou bien, on peut porter un toast au roi constitutionnel. C'est la fonction, et non pas la personne du roi, qui suscite l'allégeance. À la santé du roi Louis VI le Grand! Les banquets deviennent au 19e siècle un véritable instrument de mobilisation des masses. En 1847, libéraux et républicains organisent une grande campagne de banquets pour protester contre le régime de la monarchie de Juillet. À une époque où, comme vous l'avez dit, la liberté de réunion et d'association n'existe pas, le banquet est une sorte de réseau informel qui préfigure le parti politique. C'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain. C'est d'ailleurs l'interdiction de l'un de ces banquets qui est le point de départ de la Révolution de 1848, menant à la fin de la monarchie. Un épisode qu'on vous raconte dans cette émission d'Entendez-vous l'écho. Mais revenons à ces banquets de la discorde qui nous intéressent aujourd'hui. De la charcuterie, des images de cochons rôtis largement diffusées sur les réseaux sociaux, là aussi c'est faire un choix. Forcément, c'est entouré de convivialité et j'imagine que les gens passent un bon moment et la question n'est pas là. Mais je pense qu'il peut y avoir volontairement des logiques d'exclusion. Des belles retrouvailles entre beaux Français, entre beaux vivants, pardon. Et c'est un peu aussi un discours de la nostalgie. On a ça sur des banquets royalistes au moment de la Troisième République, qui vont, à travers une valorisation notamment des produits de terroir, mais je mets beaucoup de guillemets, des repas qui font référence à l'Ancien Régime comme étant une sorte d'âge d'or perdu. J'y vois peut-être ce mythe de la France éternelle ou ce discours de la nostalgie qu'on voudrait mettre en scène. Bien sûr, chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans son assiette et beaucoup de participants viennent sans arrière-pensée politique. Mais on peut aussi aimer le saucisson, le vin et même la variété française sans en faire un marqueur identitaire et sans le mettre autant en scène sur les réseaux sociaux. Et quand on répète si souvent « non, nous on ne fait pas de politique », c'est qu'on en fait déjà peut-être un peu.